Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Bruxelles sous un grand soleil, comme quoi j'ai été médisante la semaine dernière pour un nouvel épisode de l'Aubry qui court. Avant de vous donner le sommaire, une première nouvelle et nouveauté pour cette rentrée. À partir de la semaine prochaine, nous allons rendre disponibles tous les épisodes de l'Aubry qui court sur des plateformes de podcast. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous utilisez podcast et si oui, quelle plateforme vous préféreriez. Alors pour cette semaine, un agenda un peu chargé. On va d'abord revenir sur la séquence politico-médiatique de l'ensauvagement et des séparatismes qui semblent bien exciter le Rassemblement national et la République en marche. Ensuite, un petit décryptage sur les 40 milliards d'euros du plan de relance français qui viendrait de l'Union européenne et je vous démontrerai à quel point c'est une grosse usine à gaz. Et enfin, on essaiera de faire un peu de philosophie, de prendre un peu de recul et de réfléchir à comment concilier liberté et écologie, un peu de réflexion sur le sujet. Et enfin, pour notre coin des lobbies, on verra comment la Commission se fait enfumer par l'industrie du tabac. Allez, c'est parti, générique. C'est le grand débat médiatico-politique du moment, l'ensauvagement qui toucherait la France en ce moment. En réalité, ça ne vient pas de nulle part. Le Rassemblement national a travaillé le terrain depuis des années, puis lui ont emboîté le pas les Républicains et la République en marche. Mais derrière, il y a une vraie stratégie politique voulue par Emmanuel Macron. D'abord avec le choix du terme ensauvagement qui est pas neutre. On pourrait parler de politique sécuritaire, de délinquance. Mais non, il préfère faire référence à un mot sauvage qui est de l'imaginaire colonial et qui en dit déjà long. Et ce mot ensauvagement, il est en réalité à la croisée des chemins de la stratégie d'Emmanuel Macron sur ces questions. Stratégie qu'on a pu voir ces derniers mois. D'abord, on a eu la nomination de Gérald Darmanin comme ministre de l'Intérieur qui va montrer ses biceps avec une vraie stratégie tradition de la droite sur les questions sécuritaires. On a ensuite eu un débat, une séquence parlementaire sur le séparatisme. Et enfin, pour couronner le tout et peut-être faire la fusion entre tout ça, le discours d'Emmanuel Macron sur la République qui fait le lien avec les questions d'insécurité et des Arabes, en gros, qui seraient responsables de tout ça. Et pour enrober le tout, on relie l'ensemble de ce discours politique à des faits divers dont certains sont plus sordides les uns que les autres, mais on crée cette séquence qui ne correspond pas toujours à la réalité sur l'ensauvagement qui derrière masque en réalité une stratégie politique. Une fois qu'on a dit cela, en même temps, il faut être en capacité de parler et de traiter sérieusement les questions de sécurité et de violence en France. On pourrait évidemment avoir un débat sans fin sur les chiffres où presque chacun fait dire ce qu'il veut aux chiffres, mais en réalité, moi, ce qui m'importe, c'est de répondre aux attentes légitimes qui peuvent être exprimées à un moment ou à un autre, aux besoins de sécurité, aux inquiétudes aussi qui peuvent être exprimées. Et je crois qu'on peut parler, y compris dans notre famille politique, sérieusement des questions de violence. Et plutôt que de discours énervés, ce dont on a besoin, c'est de politiques publiques qui s'attaquent à la racine du problème. On pourrait prendre par exemple les violences intrafamiliales qui, comme par hasard, ne semblent intéresser ni Darmanin ni Marine Le Pen d'ailleurs, alors que là ce sont des réalités concrètes avec plus de 100 000 femmes qui sont victimes de violences, d'un viol ou d'une tentative de viol. Mais sur ces questions, par exemple, les droites en réalité ne veulent pas apporter de réponse politique. Ce qu'elles préfèrent, c'est inquiéter, susciter finalement la peur. Et d'ailleurs, un bon indicateur de cela, la seule mesure annoncée par Darmanin pour lutter contre les violences est en réalité des chiffres mensuels qui vont être annoncés chaque mois et qui vont relancer chaque mois cette polémique sur les chiffres en matière de violence et qui en attendant empêchent d'agir. Plutôt que de vouloir jouer les cow-boys comme l'a fait la droite ces dernières années, il y a en réalité d'autres pistes qui rendent possible une politique alternative de sécurité pour répondre aux attentes citoyennes et pour rompre avec la logique du tout répression
qui a été plus que développé ces dernières années. D'abord, ça suppose de penser l'ensemble de la chaîne de la délinquance, en commençant par la prévention, ensuite en touchant l'enquête, la recherche des coupables, et enfin seulement la réparation. Et si on ne pense pas une politique de sécurité à ces trois échelles-là, alors il nous manque un maillon dans la chaîne. Et donc, on peut défendre des propositions fortes qui apportent des solutions. D'abord, première proposition, le recrutement de 15 000 policiers et postes administratifs dans l'ensemble de la chaîne dont je vous parlais, avec une formation renforcée et des moyens financiers pour que la justice puisse fonctionner. Une justice qui est d'ailleurs presque aussi paupérisée que l'hôpital, mais aussi des prisons qui sont dans un état scandaleux et qui permettent de renforcer de manière humaine nos politiques sécuritaires et en rupture avec les suppressions de postes, les 10 000 suppressions de postes qui ont été faites notamment sous l'ère Sarkozy. Deuxième proposition, on a besoin de moyens pour lutter contre les violences faites aux femmes, du harcèlement de rue jusqu'aux violences sexuelles. Troisième chose, la légalisation du cannabis, c'est à la fois un enjeu de santé publique, mais aussi un enjeu de sécurité, puisqu'à l'heure actuelle, on occupe les policiers à faire de la répression des usagers de drogue plutôt que de légaliser pour mieux contrôler les filières et utiliser de manière plus rationnelle les forces policières pour lutter contre le grand banditisme notamment. Quatrième chose, renforcer le sentiment de sécurité dans l'espace public qui passe à la fois par renforcer la police de proximité qui avait été supprimée, mais aussi la présence tout simplement des services publics dans les quartiers, en particulier dans les quartiers populaires. Et dernière chose, il faut pouvoir offrir une réponse pénale qui soit rapide et systématique. Pour ça, il faut des moyens, j'en ai parlé, mais il faut aussi que les peines de prison ne soient plus l'alpha et l'oméga des politiques judiciaires en France. Ça n'a aucun sens de mettre quasiment dans la même cellule ou de mettre en tout cas les deux en prison avec d'un côté, par exemple, quelqu'un qui aurait commis un crime type assassinat et de l'autre, pour prendre l'autre extrémité, un SDF qui aurait volé dans un supermarché. Et en réalité, il faut pouvoir développer des alternatives à la prison avec d'autres types de peines qui réduisent en pratique les chances de récidive, 30% de chances de moins de récidive en cas de développement de peines alternatives. Et pour ça, ça suppose d'utiliser l'ensemble de l'éventail des réponses judiciaires qu'on a à notre disposition. Voilà quelques pistes qui, je pense, méritent d'être mises sur la table pour ramener le débat sur des propositions, des choses concrètes, remettre un peu de rationnel aussi dans ce débat et convaincre que, en réalité, ceux qui agitent la peur sont aussi ceux qui ne font rien et qui sont responsables de la montée du sentiment d'insécurité en France. Je vais vous reparler du plan de relance français annoncé tambour battant par Emmanuel Macron et le gouvernement la semaine dernière. Vous savez, les 100 milliards d'euros qui vont relancer la machine française, dont 40 milliards d'euros qui viendraient de l'Union européenne. Sauf qu'en réalité, ils ont oublié la petite astérix à côté des 40 milliards d'euros pour vous expliquer derrière l'immense usine à gaz pour obtenir ces 40 milliards d'euros et les conditions qui vont avec. Pour vous expliquer, ces 40 milliards d'euros de la part de l'Union européenne, en réalité, n'ont pas encore été ratifiés. Donc l'argent n'est pas encore disponible. Et la France, elle a besoin d'argent tout de suite, maintenant. Donc c'est la France qui va avancer ces 40 milliards d'euros. Première étape. Deuxième étape, l'Union européenne va petit à petit rembourser ces 40 milliards d'euros à partir de 2021 jusqu'en 2023 à la France. Sauf que cet argent, en réalité, l'Union européenne, en fait, elle l'a pas vraiment. Puisque pour le moment, il n'y a aucun accord pour lever des ressources au niveau européen pour rembourser cet emprunt européen, comme taxer les transactions financières, taxer le dumping écologique, les multinationales. Et donc, dernière étape, en réalité, c'est peut-être la France qui va devoir rembourser de l'Union européenne. Bref, donc on récapitule cette usine à gaz absolument improbable. La France avance les 40 milliards d'euros, puis l'Union européenne lui rembourse avec des fonds qu'elle n'a pas ou pas suffisamment. Et donc, au final, c'est la France qui re-rembourse ces 40 milliards d'euros. Mais tout ça n'est pas fait pour rien. Au passage, la Commission européenne en profite pour imposer un certain nombre de conditions et un contrôle aux plans de relance nationaux. Et dans le cas de la France, c'est le secrétaire d'État aux Affaires européennes qui le dit dans un article, dans une interview de Ouest France, qui dit clairement que la France s'est engagée à mettre en œuvre une réforme des retraites. Tiens, la revoilà qui revient par la fenêtre.
Bon, au passage, mes félicitations à Emmanuel Macron pour ses sacrées négociations européennes. Bravo l'artiste. Je voulais lancer une petite série de pauses philosophiques ou de réflexions philosophiques pour prendre le temps dans ces accusés de faire un pas de côté du rythme parlementaire, de la folie aussi du rythme médiatique, et vraiment se poser pour réfléchir à un certain nombre de sujets importants. Et j'ai une première occasion qui m'a été donnée à la suite du débat que j'ai eu avec mon collègue eurodéputé David Cormand, qui est eurodéputé Europe Écologie Les Verts, et qui m'avait invité aux journées des écologistes à leurs universités d'été pour réfléchir à la société de consommation. Donc c'est la société de consommation poussée à l'extrême. Et à cette occasion, on a eu un débat intéressant, on va vous mettre le lien en dessous si vous voulez le revoir, sur l'équilibre à trouver entre la préservation des libertés fondamentales et la mise en place d'une politique écologique ambitieuse. Et forcément, ça n'a pas raté, avec leur finesse légendaire, la droite et la République En Marche se sont engouffrés pour nous traiter de Khmer vert et Khmer rouge, comme pour mettre une fin de non-recevoir à ce débat qui pourtant est intéressant entre l'écologie et la préservation des libertés. Et pour répondre à ce débat, je trouve intéressant de faire un peu d'histoire des idées politiques et de revenir dans notre histoire à pourquoi on encadre des libertés pour faire société. Et c'est la base de la République. On fonde un contrat social où chacun d'entre vous, moi, on abandonne une partie de notre liberté pour appartenir à un collectif qui décide collectivement de règles qui sont conjointes et qui nous permet de faire société. Et c'est comme ça qu'on décide que on ne peut pas voler, on ne peut pas violer, bref, on décide ensemble de règles communes. Et cette contrainte, elle devient légitime à deux titres. D'abord, elle a été faite dans le but de protéger l'intérêt général. Donc on décide de règles communes parce qu'on pense qu'on a besoin de ces règles. Je prenais l'exemple du vol notamment. Et deuxièmement, c'est légitime parce que ça a été décidé collectivement. Parce que derrière, il y a un processus démocratique qui fait qu'on s'est mis d'accord, entre guillemets, sur ces règles. Ça, c'est important à avoir en tête parce qu'on ne peut pas dire que c'est une restriction des libertés quand en fait, on a en toute liberté décidé collectivement de ces règles. Et puis il faut rappeler que les contraintes qu'on a décidées collectivement, évidemment, elles ne sont pas absolues, elles peuvent être contestées devant des tribunaux qui sont en charge de la protection des droits et des libertés fondamentaux. Et c'est dans ce contexte-là que nous pensons la politique écologique que nous devons mener, faire appel à la souveraineté populaire, donc au peuple, au collectif, qui se met d'accord pour mettre en place des règles communes en matière écologique et qui va décider collectivement, par exemple, d'interdire l'avion quand il y a des alternatives de transport en train, d'interdire des véhicules les plus polluants, bref, de nouvelles règles qui font société, mais qui les replacent dans les contraintes écologiques qui sont les nôtres. Et en cela, en fait, tous ceux qui disent que oui, les politiques écologiques, c'est liberticide, non seulement oublient la manière dont ont été décidées ces règles, c'est-à-dire démocratiques, mais aussi l'intérêt général qu'ils visent à défendre. Et enfin, je pense que ces gens-là oublient que si on ne fait rien pour agir contre le changement climatique, alors de fait, une partie de nos libertés aussi seront remises en cause. Quand des îles tout simplement seront submergées par les eaux, alors on peut dire qu'un certain nombre de libertés seront sérieusement remises en cause par le changement climatique. Il y a un penseur, Pierre Charbonnier, qui fait très bien cet exercice de déconstruction en quoi l'abondance n'est en réalité pas synonyme de liberté. D'abord, d'un point de vue pragmatique, les ressources qui sont par ailleurs limitées sont en pratique accaparées par une minorité et donc on n'a pas un accès égal et donc la même liberté d'accès à ces ressources et à la société de consommation. Et puis ensuite, d'un point de vue philosophique,
La liberté, elle ne doit pas être faite que d'opportunités matérielles, c'est-à-dire de consommation, mais ça doit être aussi des libertés de penser, de débattre, de croire, et puis de faire d'autres choses, de partager, d'avoir une vie sentimentale, une vie sexuelle, bref. La liberté, elle est aussi composée de tout cela. Et pour atteindre ces libertés, il faut avoir une tranquillité d'esprit. Donc ça suppose, au nom de ces libertés, de défendre par exemple la réduction du temps de travail, qui est, je pense aussi, un combat écologique, parce que si vous travaillez moins, vous avez plus de temps pour vous, plus de temps pour mieux consommer, éviter le tout cuit. Et peut-être ça permet de boucler la boucle du débat qu'on avait avec David Cormand. Je pense que défendre notre combat contre le changement écologique, c'est aussi un combat quelque part de l'émancipation, de reprendre le contrôle sur nos vies, de liberté individuelle et collective. Et c'est redonner un sens à la liberté, à la lumière des défis écologiques et sociaux de notre temps. Et c'est bien ce projet-là que nous nous attachons à défendre. Cette semaine, on vous raconte comment la Commission se fait enfumer par l'industrie du tabac. Dans notre point des lobbies cette semaine, comment l'industrie du tabac arrive à enfumer la Commission européenne en passant outre une partie de ses règles de transparence. Et pour vous donner un peu de contexte et pour comprendre pourquoi ces lobbies sont si actifs, l'an prochain, l'Union européenne va réviser sa directive sur les produits du tabac. Et clairement, ça va être le festival des lobbies parce que on sait à quel point ils sont actifs sur les questions du tabac. Il y avait eu notamment un film aux États-Unis qui s'appelle Thank You for Smoking, qui parle de l'industrie de Philip Morris et de leur intense lobbying. Et c'est la même chose ici en Europe, où la précédente directive en 2014 avait donné lieu à la plus intense campagne de lobby jamais connue ici sur la place européenne. Et à l'époque, un document avait fuité révélant que Philip Morris, rien qu'une entreprise du tabac, avait recruté plus de 160 lobbyistes et avait rencontré plus de 230 parlementaires, ce qui est pas rien pour une seule entreprise. Et bon, c'est quand même pas un petit sujet, que vous soyez fumeur ou non, mais le tabac, c'est un sujet de santé publique. C'est pas normal que des entreprises soient aussi actives dans le lobby et autant d'influence sur les politiques publiques quand on sait que le tabac est une cause évitable de mort prématurée dans l'Union européenne. À la suite de ça, l'Union européenne avait signé la convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac, qui oblige notamment à encadrer les activités de lobbying et à empêcher l'influence de l'industrie du tabac sur les politiques de santé publique. Et c'est dans ce contexte que les ONG, en amont de la révision de la directive l'an prochain, ont voulu un peu tester dans quelle mesure ces règles de réglementation des lobbies étaient mises en œuvre. Et en faisant leur enquête, les ONG ont découvert que parmi les départements de la Commission européenne, seule la direction de la santé publiait ses rendez-vous avec les lobbies tabac. Et donc, résultat, les rendez-vous que les lobbies tabac ont avec les départements de la fiscalité, de l'agriculture, tous les autres départements de la Commission européenne n'ont pas été publiés. Ils estiment que c'est à peu près de la moitié des rendez-vous qui n'ont pas été publiés. Et donc, la conséquence, c'est que pour influencer la future directive anti-tabac, il suffira aux lobbies de contourner le département de la santé pour influencer via d'autres biais la Commission européenne. Et c'est pour ça que nous, on se bat depuis le début pour une autorité indépendante qui contrôle à la fois les conflits d'intérêts, mais aussi le rôle que jouent les lobbies ici sur la place bruxelloise, parce que, à n'en pas douter, on va les voir débarquer un peu partout dans les couloirs dans les mois qui viennent. C'est la fin de ce 37e épisode de Le Bruit qui court. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous faire des petits pouces bleus et à le partager le plus largement possible pour qu'il soit vu par un maximum de personnes. D'ailleurs, vous étiez très nombreux déjà la semaine dernière à avoir retrouvé ces épisodes de Le Bruit qui court, donc on vous remercie. N'hésitez pas aussi à nous faire des retours
Et comme promis, la semaine dernière, un petit clin d'œil pour Gilbert, qui avait été le premier à répondre à notre quiz d'avant les vacances. Et donc Gilbert, on t'envoie un petit t-shirt qu'on va mettre dans cette boîte et qu'on va t'envoyer en dédicace de notre semaine qu'on avait faite à vélo, de nos 1000 bornes dans une Europe en berne. D'ailleurs, l'occasion d'annoncer qu'on va bientôt repartir sur les routes de France en vélo. Mais ça, ce sera pour une prochaine AQC. Donc merci à toi Gilbert et merci à vous tous. Et puis, je vous quitte comme d'habitude maintenant, c'est devenu une petite tradition, en chanson. Et puisque certains parlent beaucoup d'ensauvagement en ce moment, je me suis dit que le mieux, c'était donner la parole à ceux qui le subissent au quotidien. Et j'ai pensé à cette petite chanson de Gaël Faye. D'ailleurs, au passage, allez voir le super film Petit Pays, qui est issu de son bouquin et qui est en ce moment au cinéma. Et donc, une très belle chanson qui s'appelle Irruption. À la semaine prochaine. On sort en trombe, en ombre, on se déverse en pleine, en centaines, en millions, en milliards ou en millièmes de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore, pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, blancos, bougnoul ou bien nègre. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des youyous stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour l'Aïd, mourir dans une clairière sans treillis. Pour ce pays, l'affiche est couleur sang. Et Manouchian vient pas d'Auvergne, le tirailleur t'emmerde. Il a fécondé ta grand-mère, on investit brognard, le dos au mur comme Jean-Pierre Thorne. On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop mort, on veut même pas de soleil.